ça qu'eux, ils font ça. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nous allons aujourd'hui parler politique. Nous sommes en compagnie de Marc Robert. Marc Robert, coordinateur de campagne de Dieudo. Marc, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Merci à toi d'être là aujourd'hui pour répondre. Merci de m'avoir invité. Écoute, avec plaisir. Que t'inspire la situation politique actuelle, Marc? Je crois qu'on est un peu dans une situation de fin de cycle. C'est-à-dire qu'on a vu à travers, par exemple, le référendum sur la Constitution européenne, le CPE, les événements pendant lieu, que les gens avaient pris conscience de ce que la République et la démocratie ne fonctionnaient plus correctement. Ils n'ont plus confiance dans les partis politiques traditionnels. Ils savent que les leaders politiques qui sont censés les représenter représentent d'autres intérêts que les leurs. Et ceci associé à la paupérisation croissante d'une partie de la société crée une situation pré-révolutionnaire. Donc je crois qu'on est à l'aube de grands changements politiques en France, d'un grand basculement politique qui sait pourrait se produire à l'occasion de la prochaine présidentielle. Et je pense que l'émergence du phénomène Dieudonné, on peut parler de phénomène Dieudonné, est associée à cette situation de fin de règne, de fin de régime. Je parlais du CPE. Du CPE, on vous a pas entendu vous exprimer là-dessus. Une volonté? Si, on s'est quand même exprimé dans la mesure où on a clairement dit qu'on était hostile au CPE. Dieudonné a dit hostile au CPE et à toute autre forme d'esclavage, avec le nom qui caractérise. Mais c'est vrai qu'on n'a pas voulu participer de cette opération médiatico-politicienne dirigée contre Villepin, dans laquelle on a vu apparaître une sorte d'axe PS Sarkozy, si tu veux, avec Villepin qui était attaqué par sa droite, l'extrême droite libérale sarkozienne, et les faux socialistes qui sont aussi des libéraux néo-sarkozystes, donc un peu attaqués des deux côtés, avec une mobilisation d'une certaine jeunesse qui est d'ailleurs forcément la plus à plaindre. Je parle de celle qui se mobilise dans la France d'aujourd'hui. Donc il y avait quelque chose d'artificiel et de malsain, de très politicien dans cette campagne. Une sorte de mise en scène dans laquelle vous n'avez pas... Voilà, c'était clairement une tentative de déstabilisation, à mon avis, de Villepin, par des gens qui aspirent à prendre définitivement le pouvoir dans ce pays à l'occasion de la prochaine présidentielle. Donc à cette opération-là, on n'a pas voulu participer. Mais il n'en reste pas moins que nous, on est évidemment contre le CPE et contre la précarisation du travail. Et la remise en cause du code du travail. Les événements en novembre, c'est pareil, on ne vous a pas trop entendu en parler. Ça reste un petit peu différent parce que je crois que Dieudonné s'est pas mal exprimé là-dessus. Mais moi, j'étais pas... on n'entend pas beaucoup de toute façon depuis quelques temps, t'as remarqué. C'est vrai aussi qu'on ne peut pas ce qu'il faut pour qu'on puisse s'entendre, effectivement. Les médias font pas ce qu'il faut. C'est ça va, les médias, bien sûr. Mais je crois qu'il s'est quand même pas mal exprimé, et pour ceux qui suivent un peu l'actualité sur Internet, on a pas mal entendu. En ce qui nous concerne, et le bureau de campagne c'est un peu différent, puisque l'équipe n'a été mise en place qu'au mois de décembre. Moi-même, Dieudonné m'a proposé de devenir coordinateur de campagne au mois de décembre, donc je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer dans le cadre de la campagne sur les événements de banlieue, mais je peux le faire maintenant, si tu veux. Écoute, c'est l'occasion de... Je crois que cette révolte, si tu veux, elle traduit un désespoir assez profond d'une partie de la jeunesse française, la conscience d'être enfermé dans un ghetto, et aussi la conscience d'une promesse non tenue. C'est-à-dire que la République, elle est fondée normalement sur une promesse qui est celle du progrès social et de la possibilité d'évolution, de la possibilité de construire sa vie. Et aujourd'hui, il y a tout un tas de gens qui sont sortis du système scolaire, qui arrivent à 18-20 ans, qui prennent conscience plus ou moins de la réalité de leur situation, et du fait que en sortir dans le système actuel est quasiment impossible. Donc dès lors qu'il n'y a pas vraiment pour eux d'alternative
c'est-à-dire de possibilité de sortir de leur situation, de s'extraire de leur situation, pour s'inscrire dans un projet, il n'est pas étonnant qu'ils se résignent à casser, y compris leur propre bien d'ailleurs. On ne voit pas très bien comment ils pourraient manifester autrement leur rage, leur situation, le sentiment d'injustice qui est lié à leur situation, qu'en cassant. Le sentiment d'injustice, Marc, c'est quoi? C'est dire quand c'est jeune, pour ceux en tout cas qui ont participé à brûler, c'est dû à un problème alimentaire, c'est dû à un problème non, je pense pas que ce soit. Je pense pas que ce soit le problème principal. C'est ce qu'elle n'a pas compris. Je crois au féminin de ne pas comprendre une certaine gauche. Ces jeunes gens, ils ont de quoi manger. Bon, ils sont pas riches, mais ils ont de quoi manger. Ils mangent mieux qu'un ouvrier il y a 50 ans. Non. La situation est, en tout cas, pour certains. Il y a de la pauvreté, il y a de la pauvreté. Je ne crois pas que ce soit la pauvreté. Les fins de mois deviennent de plus en plus difficiles. C'est aussi. Ouais, mais je pense pas que ce soit. Est-ce que ça a été Non, je pense pas du tout qu'il y ait eu une revendication sociale, alimentaire, dans cette révolte. Et il y a une aspiration c'est une révolte de garçons aussi, ça on l'a pas suffisamment souligné. Une révolte masculine en fait. Il y a chez ces jeunes gens. Soutenu par pas mal de. Oui, mais comme les femmes étaient présentes quand même différemment. C'est pas anodin le fait que ce soit une révolte masculine, à mon avis. Donc il y a. Pourquoi? J'y viens. Je pense qu'il y a une aspiration chez les hommes à faire partie, chez les jeunes hommes, à faire partie d'une aventure collective, de participer d'un projet, de se construire, de construire, de bâtir. Et eux, ils ne sont pas dans cette situation-là. En quelque sorte, ils prennent racine là où ils sont. Ils n'ont pas la possibilité de s'investir dans quoi que ce soit, très rarement, de se réaliser. Et donc, ils ont conscience que, sans savoir trop pourquoi, ils ont quand même conscience que c'est pas une situation normale, que la situation dans laquelle ils sont n'est pas la situation dans laquelle ils devraient être. Et ils s'aperçoivent de cela en vieillissant, en sortant de l'adolescence. Et ça les met en colère. L'impuissance génère de la colère. Oui, c'est vrai qu'en banlieue, effectivement, les jeunes ont du mal à se projeter, et pour certains, ils se projeter dans quoi? C'est ça. C'est vrai. Tu parlais tout à l'heure de Dieudonné par rapport aux médias. La place d'Internet dans la campagne de Dieudonné, quelle est sa place? Heureusement qu'il y a Internet, puisqu'aujourd'hui, Dieudonné est très officiellement censuré sur tous les grands médias. De l'aveu même d'un certain nombre d'animateurs qui admettent avoir des consignes. Bon, on sait que cette censure a lieu à l'initiative d'un lobby en particulier. Et donc, dans une société de communication comme la nôtre, il est vital de communiquer avec le public. Donc heureusement qu'il y a Internet, il y a des OD, l'association des OD par exemple, qui soutient largement Dieudonné, il y a un site officiel de campagne, et puis il y a tout un tas de réseaux, de groupes de discussion qui s'échangent des images, des infos, des communiqués de presse qui sont repris, etc. Est-ce qu'Internet sera suffisant pour que le bureau de campagne de Dieudonné puisse se faire entendre? Non, probablement pas. Il y a environ, je crois, 6 millions de connectés en France. Donc, c'est peu. Par rapport au nombre de gens qui ont le droit de vote, c'est-à-dire qui ont plus de 18 ans, c'est très peu. Donc, non, ça suffira pas. Ça peut suffire à créer l'événement, à créer une dynamique, à créer des réseaux, et donc à donner à faire campagne. Mais pour communiquer avec l'ensemble des Français, ça ne suffira pas. Mais ça peut permettre aussi de créer l'événement et donc d'obliger les médias à reprendre une partie de la campagne. Internet, c'est quand même un moyen de pression sur les médias. C'est une manière de communiquer directement, mais c'est aussi une possibilité de créer l'événement et donc de mettre un peu les médias sous pression. Donc c'est incontournable, mais c'est pas encore suffisant. Dans 10 ans, peut-être. D'accord. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours politique, Marc, parce que il y a des rumeurs un peu justement sur ton parcours politique. On te lie au SN, au Front National. Alors, tu peux nous en parler? Enfin, t'es pas obligé, mais... Non, je suis pas obligé, je suis obligé de rien, tu sais.
Oui, j'ai effectivement été au Front National, donc je pense que la rumeur vient de là. Bon, c'est pas vraiment une rumeur, parce que c'est pas vraiment un secret. Hein. J'ai été militant au Parti Socialiste de 1981 à 1988. Mais moi j'étais un authentique socialiste, donc un socialiste républicain, un chavéziste avant l'heure, on va dire. Et au fur et à mesure que le Parti Socialiste s'est détourné du socialisme, pour se convertir honteusement et le plus discrètement possible au néolibéralisme, j'ai pris ma distance avec ce parti. Et effectivement, il y a ici, pour revenir un petit peu dans la situation de l'époque, à la fin des années 80, il y a un des premiers événements marquants, c'est l'effondrement du mur de Berlin, donc qui change un peu, qui change comme la donne internationale. Et en 1990, la première guerre du Golfe, qui est la conséquence directe de l'effondrement du mur de Berlin. Si les Russes avaient été là, en tout cas les Soviétiques, il n'y aurait pas eu d'agression américaine dans le Golfe, c'est clair. Donc, à cette époque, je pense qu'on va assister, même de la même manière qu'il y a une redistribution des cartes au niveau international, je m'attends moi à ce qu'il y ait une redistribution des cartes au plan intérieur, c'est-à-dire une traduction politique de cette redistribution des cartes internationales. Et il se trouve que Le Pen, à l'époque, prend un grand risque, Jean-Marie Le Pen, parce qu'il y en a deux, je crois, à l'époque prend un grand risque politique en prenant clairement la défense de l'Irak face aux États-Unis et à la France, donc la défense d'une nation arabe face à un impérialisme blanc. Donc, ce qui lui a valu d'ailleurs, je crois, de perdre la moitié des adhérents du Front National à l'époque. Donc, pour moi, c'est un signe fort qui annonce un repositionnement du Front National. Donc, je m'attends à ce qu'il devienne un grand mouvement national, certes, mais républicain, social et multiethnique. Donc, c'est dans ce sens que je me suis engagé au Front National en 90. Et puis, il y a aussi, à cette époque, le début de l'émergence de ce que Marx appelait la question juive, c'est-à-dire que la question de la Seconde Guerre mondiale, du sionisme, de l'antisémitisme, apparaît fortement dans le débat politique et sert prétexte à une entreprise de culpabilisation générale, de quasi-raquette, et qui aboutira même à une législation d'exception, la loi Guesso, qui est une législation totalitaire, aberrante, antidémocratique, anti-républicaine, etc. Et là aussi, Le Pen est le seul à s'y opposer. Donc, je rejoins le Front National, notamment sur ces deux sujets fondamentaux. Alors, tu nous as expliqué pourquoi est-ce que tu es rentré dans le Front National, au Front National, et pourquoi en est sorti. Parce que cette évolution ne s'est pas faite. Au Front National, j'ai rencontré, j'ai envie de dire, j'ai rencontré le meilleur et le pire. C'est-à-dire que j'ai rencontré d'authentiques républicains attachés à leur pays, non racistes. Mais on rencontre aussi... non racistes, tu dis. Ouais. Ça paraît un peu paradoxal, quoi. Ouais, mais il y en avait au moins un déjà, puis il y en avait quelques autres. Donc c'est pas parce que on ne rentre pas au Front National parce qu'on est raciste. Forcément, en tout cas. Alors, en tout cas, non, je pense qu'il y a des gens qui sont rentrés au Front National parce qu'ils étaient ou racistes ou ras-le-bolistes. Pas pour tout le monde. Mais pas pour tout le monde, non. Nous, le Front National, pour moi, c'est pour nous. Non, le Front National, c'est pas monolithique. Pour la grande majorité de gens, le Front National, non, c'est pas monolithique du tout. Hein. C'est un peu la Samaritaine, le Front National. C'est l'extrême droite, quand même. J'y viendrai. Attends, laisse-moi finir sur le sujet sur lequel j'étais. Donc, j'ai rencontré beaucoup de cons au Front National aussi. On trouve là-bas des antisionistes et des sionistes, des atlantistes et des anti-atlantistes, des pro-européens au sens pro-UE et des anti-UE. Donc, je crois que la présence d'un certain nombre d'éléments réactionnaires, racistes, passéistes, doublés de la diabolisation médiatique, a interdit justement cette recomposition de ce mouvement. Qui, pour moi, j'ai pensé vraiment qu'il avait vocation à devenir la force d'opposition au système, si tu veux. Et donc, cette évolution n'ayant pas eu lieu, j'avais pas de raison d'y rester, quoi. D'accord.
Alors, je reviens à ma question. Le Front National, c'est l'extrême droite. Ça veut dire quoi l'extrême droite aujourd'hui? L'extrême droite, pour moi, aujourd'hui, faut vivre au présent, quoi. Qu'il y ait des gens qui viennent de l'extrême droite au Front National, sûrement, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas de Le Pen. Mais l'extrême droite aujourd'hui, c'est le néoconservatisme, c'est le gauchisme. Et les représentants de cette espèce de fondamentalisme chrétien mêlé de fondamentalisme sioniste, c'est pas Le Pen qui le représente aujourd'hui en France. On peut dire qu'il est en face de cette extrême droite-là. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, au présent, l'extrême droite, ce sont les représentants de ces forces en France, et notamment, évidemment, le principal d'entre elles, c'est-à-dire Sarkozy. C'est un néolibéralisme impérialiste, expansionniste, dont on compte Sarkozy est le principal représentant, mais dont on compte aussi des représentants dans les lobbies, le CRIF, ou même au Parti Socialiste, où il y a des gens qui sont des néoconservateurs déguisés. Jusque chez les trotskistes. Je crois que, tu sais que ce qui caractérise le mouvement néoconservateur aux États-Unis, c'est qu'il rassemble des gens d'origine politique très diverses. Une partie de l'ultra-droite américaine, fondamentaliste chrétienne, et une partie de l'ultra-gauche américaine, souvent d'origine juive, qui se sont retrouvés sur un nouvel internationalisme, qui est l'internationalisme marchand. L'internationalisme communiste, marxiste, néo-marxiste, voilà, ayant fini dans les poubelles de l'histoire, il y a eu une reconversion en quelque sorte de ces internationalistes-là vers l'internationalisme marchand. C'est vraiment ce qui fait la spécificité de ce mouvement néoconservateur américain. Et cette tendance-là, qui est une tendance de fond, on la retrouve en France aussi. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre de gens qui sont issus de l'ultra-gauche, notamment de l'ultra-gauche trotskiste, des gens comme Julien Drey par exemple, qui aujourd'hui sont, ou Bernard Kouchner, ou Daniel Cohn-Bendit, qui sont des gens qui ont milité à l'ultra-gauche dans leur jeunesse, qui ont cru à tout un tas d'utopies internationalistes, et qui aujourd'hui sont reconvertis dans l'ultralibéralisme. Et je crois et donc on voit se dessiner en France l'émergence d'un mouvement néoconservateur ultra pro-américain, ultra pro-israélien, ultra-libéral. Et je crois que c'est ce mouvement qui incarne l'extrême droite aujourd'hui. Et pas Le Pen. Parce que Le Pen finalement c'est un républicain, de droite, mais c'est un républicain. Judo est au courant de son parcours politique? Bien sûr. Hein. Ah, il m'a dit qu'il était très embêté par mon passage au Parti Socialiste. Mais il a posé problème. Et il a surmonté la semaine. Qu'est-ce qu'il en pense concrètement du fait que tu... Non, il comprend. Lui, il a combattu quand même le Front National à un moment donné. Oui, il a combattu le Front National parce qu'il a semblé à un moment donné, et je comprends parfaitement, que le Front National incarnait le racisme. Donc il était logique qu'il le combatte. Je crois que il a compris aujourd'hui que... Aujourd'hui, le Front National n'incarne plus le racisme. Non, je pense pas, non. Je pense qu'il incarne... D'abord, il incarne une forme d'opposition au système, mais je crois surtout qu'il y a des gens qui incarnent beaucoup mieux le racisme que le Front National aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs dans le traitement qui est réservé à Dieudonné. Donc, je pense que Dieudonné a mené le combat qu'il devait mener au moment où il devait le mener, contre le Front National, et c'est tout à son honneur, il s'est engagé pour ses idées et contre le racisme. Et aujourd'hui, il se bat toujours pour la République et contre le racisme, mais en ayant identifié ce qu'est réellement l'extrême droite aujourd'hui dans ce pays, je parle au présent, et où se situe le véritable racisme en France aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Et le Front National, parce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Front National n'est pas un parti politique raciste. Beaucoup ont du mal à le croire. Je ne vais pas me faire l'avocat du Front National. Non, mais bon. C'est intéressant de... Je ne pense pas que
Moi, je suis pas du Front National, mettons-nous bien d'accord. Non, mais bon, tu à un moment donné. Je suis chavésiste. Voilà, j'étais chavésiste au Parti Socialiste, j'étais chavésiste au Front National. Tu me demandes, est-ce que le Front National est... D'abord, Front National, c'est quoi? Tu veux dire l'ensemble des gens qui composent le Front National? Voilà. Son président? Oui, bon, Je pense pas que le Front National, aujourd'hui, soit un parti raciste. La préférence nationale, La préférence nationale, si tu veux, non pas que je sois favorable à la préférence nationale, mais la préférence nationale, à l'origine, déjà, la préférence nationale, c'est une mesure socialiste qui a été mise en œuvre par le Front populaire en 1936. Donc, si tu veux, le fait que les prétendus socialistes soient viscéralement hostiles à la préférence nationale, c'est assez récent. Historiquement, la préférence nationale, c'est un concept de gauche qui avait été mis en place pour défendre les acquis sociaux des travailleurs français dans les années 30, donc à la fin des années 30, face à une immigration en provenance d'Europe de l'Est ou du Sud. Donc à l'origine, c'est pas un concept spécialement d'extrême droite. Et je dirais même que si on est honnête sur la question de la préférence nationale, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les gens du Front National, mais si on était totalement honnête sur la question de la préférence nationale, on pourrait dire que la préférence nationale est antiraciste, puisque la préférence nationale, ça vise à donner une priorité, par exemple, à l'emploi ou au logement, à un Français comme toi. Oui, pour moi, voilà, concrètement, moi, Ahmed, non mais moi, si on applique honnêtement la issu de l'immigration, voilà, ouais. si on peut dire ça, j'ai pas de problème avec ça, moi, voilà, donc concrètement, ça veut dire quoi pour moi ça? Ça veut dire que ta priorité d'emploi sur Gunther, l'allemand blond aux yeux bleus, si on est honnête. Si on est malhonnête et que par préférence nationale on entend en fait préférence raciale, c'est autre chose. Et par rapport à mais Frédéric, le concept de préférence par rapport à Frédéric ou à ça Marc, change rien, vous êtes français tous les deux. Oui, mais le Front National, est-ce qu'il fait la différence entre Ahmed et Marc? Il faudra le demander à Le Pen. Bon, moi j'ai pas le sentiment. Mais bon, Monsieur Jean-Marie Le Pen, vous êtes invité, infréquentable, comme vous voulez, répondre à mes questions. Mais ce que je veux dire, c'est que le concept de préférence nationale, il a éventuellement des défauts, mais intrinsèquement, il est antiraciste. Parce que la nation n'est pas fondée sur la race. En tout cas, tel que je la conçois. Maintenant, il y a des gens peut-être qui fondent la nation sur la race, ils sont mal partis en France, quand même. Non, mais en tout cas, il serait... La France est une nation multiraciale, n'en déplaise à la nouvelle extrême droite, comme M. Villiers, par exemple. La France est une nation multiraciale et multiconfessionnelle, c'est un fait. Quand je t'entends parler du Front National, la manière dont on parle, je ne sais pas du tout l'idée que j'ai, moi, du FN, quoi. Donc, effectivement, M. Jean-Marie Le Pen, vous êtes bienvenu. Il serait intéressant de l'entendre répondre à certaines questions, parce que les médias ne posent pas toujours les questions que nous aimerions nous poser. Donc, effectivement, ça pourrait être intéressant. Alors, pourquoi aujourd'hui soutenir la campagne de Dieudonné? Et donc, moi, j'ai arrêté la politique en 1995, j'ai quitté la FN en 1994, je crois. J'ai totalement arrêté la politique en 1995, parce qu'il n'y avait pas de force politique ou d'espace politique qui me paraissait pouvoir porter ce qu'étaient mes convictions. Ce que sont toujours mes convictions d'ailleurs. Et bon, il s'est trouvé que il y a 2 ans, je crois exactement quand est-ce qu'a commencé l'affaire Dieudonné, pas plus de 2 ans. Voilà, j'avais de la sympathie pour Dieudonné en tant qu'humoriste, je le trouvais assez courageux, talentueux. Mais bon, évidemment, là, il est rentré sur un terrain interdit, qui est celui du communautarisme juif en France, qui est celui du sionisme et son influence sur la vie politique, sur la liberté d'expression, sur les médias, sur la culture même, puisqu'on a vu qu'un des déclencheurs du conflit a été sa volonté de faire financer le film de Code Noir, qui a chopé un racisme communautaire en réalité. Donc j'ai suivi ça avec intérêt, et puis j'ai constaté que Dieudonné se comportait en leader politique, en résistant. Ce qui est extrêmement rare, surtout dans le milieu du showbiz. Donc j'ai commencé à remettre mon nez dehors en me disant il a l'air bien ce type, il faut quand même que j'aille le soutenir. Donc j'ai commencé à venir anonymement à l'Olympia, devant l'Olympia, pas à l'Olympia, pour le soutenir, puis dans les réunions
organisait, etc. Et on a échangé, on a beaucoup discuté, et puis il m'a fait part de sa volonté d'être candidat à l'élection présidentielle, de porter une candidature anticommunautariste, ce qui pour moi est fondamental, de porter une candidature authentiquement républicaine, c'est-à-dire ayant une dimension progressiste et socialiste. Et c'est bien volonté que je l'ai suivi, et d'ailleurs placé sous l'égide de Chavez, donc c'est bien volonté que je l'ai suivi dans ce projet. Alors le projet politique, on va commencer le projet politique de Dieudonné, est-ce que tu peux un peu nous en parler? Notamment tu parles de Chavez, alors sur un point de vue économique et social, ça se traduit comment? Si tu veux, l'idée centrale, c'est que la République aujourd'hui, elle n'est que formelle. Il y a des institutions, ça a l'apparence de la République, mais dans la réalité, on vit dans une société marchande dans laquelle les lobbies et le pouvoir financier détiennent tous les leviers de commande, dans lesquels la démocratie aussi n'est qu'artificielle. Donc l'idée, c'est de créer pour la première fois en France, puisque ça n'a jamais existé, la France n'a jamais été réellement une république, parce que si la France avait été une république, les hommes et les femmes qui vivaient dans l'Empire, donc notamment en Afrique, auraient eu la citoyenneté française. Donc la France n'a jamais été une république. Ça a toujours été... il y a eu une tentative d'installer la République en France par Robespierre après la Révolution, mais c'est une tentative qui a avorté et une récupération de la République par la bourgeoisie, et ça n'a fait que s'aggraver. Donc l'idée, c'est de créer une République authentique, c'est-à-dire où la citoyenneté reprend le pouvoir face à la domination marchande. Une société, donc une République progressiste au plan économique, c'est-à-dire qui oblige à la redistribution, et authentiquement démocratique, c'est-à-dire qui associe le citoyen à toutes les décisions de la collectivité. Donc c'est une candidature authentiquement républicaine. Donc Chavez, ça vous inspire? C'est bien sûr, bon, la situation de la France n'est pas la même que celle du Venezuela, mais tant au niveau de son projet il oppose Chavez la République formelle à la République authentique. Et je crois que c'est un concept qui est intéressant. C'est sa volonté d'associer tous les Vénézuéliens au projet politique, peut constituer un modèle pour nous. Sa volonté d'obliger les grandes puissances capitalistes au Venezuela, et notamment l'industrie du pétrole, à redistribuer les richesses, doit nous inspirer aussi, même si nous on n'est pas une nation qui produit du pétrole, mais on produit d'autres richesses. Et aussi sa volonté, bien sûr, de résister au nouvel ordre mondial et à l'empire américain. Donc sur ces trois piliers-là, il peut nous servir de modèle, sûrement. Alors, tu parles de redistribution des richesses. Tu étais il y a une dizaine de jours avec Dieudo en Martinique. Vous avez créé l'événement. Vous avez justement parlé, Dieudo a parlé de redistribution des richesses. Juste avant de parler de la Martinique, je vais te dire une chose, c'est qu'on a tellement lobotomisé la population qu'on a réussi à faire croire à la majorité des Français qu'alors que les profits avaient explosé ces 30 ou 40 dernières années, il était normal que les salaires, en tout cas le pouvoir d'achat, soient à la baisse. En réalité... Carrément, quoi. Ben oui. En réalité, le SMIC aujourd'hui est à un niveau parfaitement inacceptable compte tenu des richesses produites par ailleurs. Donc je crois qu'une des revendications de la redistribution, ça passe aussi, même d'abord, par la question des salaires. Donc je crois que la revalorisation massive du SMIC, c'est-à-dire son doublement sur 5 ans par exemple, ça c'est un objectif raisonnable, ça doit être une revendication forte de Dieudonné dans cette campagne. Revendication que plus personne ne porte, je ne sais pas si tu as remarqué. Même les communistes, quand ils demandent le SMIC à 1500 €, ils ont l'impression d'avoir fait la révolution. Donc le SMIC à 1500 € brut, c'est-à-dire 8000 francs en net, c'est tout juste de quoi trotter à Paris. Donc le SMIC, si l'évolution des salaires avait suivi l'évolution des profits, le SMIC aujourd'hui c'est à 3000 € qu'il devrait être. Donc ça, sur 10 ans, remettre sur 10 ans les salaires à au niveau qui devrait être le leur, ça c'est un objectif de redistribution, ça c'est un objectif politique qui doit être porté dans cette campagne. Ça c'est un objectif révolutionnaire. Alors, revenons à la Martinique. Alors la Martinique, ça s'inscrit dans la même logique. Alors là-bas, il y a une situation, je dirais, qui est exacerbée, puisque
il y a 1% de la population, des Blancs, qui, notamment la famille Hayot ou Hayat, enfin, ce type de famille, qui détiennent 80% des richesses, grosso modo, qu'il s'agisse des terres ou de l'industrie agroalimentaire ou de la distribution, et 99% de la population restante qui se partagent les 20% qui restent. Les miettes. Les miettes, et encore. Donc, et en plus, dans une situation d'apartheid, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une démarcation raciale en Martinique, plus spécialement en Martinique, qui est incroyable, qu'on pourra sortir d'un autre âge. C'est-à-dire qu'il est impensable qu'un Béquet puisse se marier avec une Martiniquaise noire. C'est impensable. Donc il y a une toute petite minorité blanche, descendante, en plus, au plan symbolique au moins, descendante des esclavagistes. C'est la vérité. Bon, pas de leur faute, mais enfin, c'est la vérité. Qui cornaque 80% des richesses. Comment tu veux. Donc là, c'est vraiment une. Je dirais que c'est de manière. C'est comme s'il y avait un espèce de gros plan là sur les failles générales de la République ou sur la fausse République, sur l'escroquerie de la 5e, de la 4e et de la 3e, enfin, sur l'escroquerie du système actuel, si tu veux, qui est profondément anti-républicain. Donc quand Dieudonné dit il faut sortir de cette situation de quasi-apartheid et de néocolonialisme et procéder à une redistribution des richesses, par la nationalisation puis la redistribution, là il s'inscrit dans la ligne de Morales en Bolivie ou de Chavez au Venezuela, et là encore il prend une position révolutionnaire. Et ça a fait un certain bruit là-bas, et on n'a pas fini les programmes. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce que va être la réaction des partis politiques dits progressistes, bon, parce que Sarkozy, on veut bien que c'est un Béquet mieux, c'est le représentant des Béquets, mais officiel. Mais pour le Parti socialiste, qui est censé être plutôt du côté du peuple, contre les minorités, du côté de l'opprimé contre l'oppresseur, normalement, il est intéressant de savoir quelle va être leur position par rapport à la Martinique et aux propositions que Dieudonné a faites à ce sujet. Comment a été reçu Dieudonné en Martinique? Très bien, il a été invité par Garcin Malsa, qui est le maire de Sainte-Anne, et conseiller général de Sainte-Anne aussi, qui est une figure à la base des combats martiniquais, je veux dire, et dont nous avons participé à une marche pour les réparations. Et je crois que les Martiniquais, dans la majorité, j'ai pas dit la classe politicienne, le peuple. Voilà, le peuple martiniquais, je crois, a été très sensible à cette prise de position de Dieudonné. D'ailleurs, il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est que si tu es républicain, et même si tu es attaché à la France, tu te dois de proposer cette redistribution. Parce qu'il est bien évident que si ce que propose la France à la Martinique, si ce que propose la République à la Martinique, c'est 99% de la population qui se partage 20% des richesses locales qui sont déjà pas énormes, et 1% des blancs descendants d'esclavagistes qui cornent à 80% des richesses, forcément, à un moment ou à un autre, il y a une conscience politique qui va émerger et qui va dire à la France salut. Forcément, on pousse les gens à se détourner de la France. Donc paradoxalement, en proposant la redistribution et en proposant l'arrivée de la République en Martinique, on travaille pour l'unité française. C'est ça le grand paradoxe. Donc les gens, le Parti socialiste et l'UMP, qui sont responsables de cette situation, puisqu'ils ont été au pouvoir, donc si cette situation perdurait, c'est avec leur assentiment, travaillent non seulement contre la justice sociale la plus élémentaire, contre la République, mais également contre la France. Dieudonné, est-ce que les Français se reconnaissent en Dieudonné? Je crois, oui. Donc, ce qui m'a vraiment frappé tout au long de ce début de campagne,
c'est le décalage énorme entre la représentation médiatique de Dieudonné et la perception qu'en a le peuple. Les médias lui reprochent notamment à Dieudonné d'être... Ouais, je vais y venir. Je voulais... bon, ça, on va y venir. Non, mais... Non, on va y venir. Mais je vais te donner 3 exemples. On a été visiter 3 endroits très différents dans le cadre de la campagne avec Dieudonné. Lesquels? Le salon de l'agriculture, les états généraux du CRAN, le conseil représentatif des associations noires, et le rassemblement musulman, le grand rassemblement annuel des musulmans organisé par l'UOIF au Bourget. Donc 3 publics très différents. Pas grand-chose de commun, a priori, entre les agriculteurs exposants du salon de l'agriculture, ou le public même, et les musulmans du rassemblement du Bourget, ou les militants, ou plutôt les curieux, des états généraux du CRAN. Et pourtant, dans ces 3 endroits, Dieudonné a été reçu vraiment avec plus que de la sympathie, presque de la ferveur. En tout cas, très chaleureusement. Donc je crois que c'est significatif de quelque chose de fort. C'est significatif du fait que pour beaucoup de gens, il est un symbole de résistance. Il est devenu un peu le symbole des bannis de la République, de la combativité, du courage, d'une possible perspective de rébellion, finalement, qui avait été un peu enfouie. Les médias avaient réussi finalement à faire croire à une majorité de gens que rien n'était possible, rien n'était plus possible. Le mieux c'était de se faire à la situation, puisqu'il n'y avait pas de perspective, pas d'alternative. Et lui, Dieudonné, il a quand même... il amène un espoir, il est le symbole de la résistance. Je crois qu'il montre que c'est possible. Je crois qu'il a montré que c'était possible de s'opposer et survivre. Donc quand les médias nous disent que Dieudonné c'est un communautaire, il monte les uns contre les autres. Non mais là c'est l'hôpital qui fait de la chaîne. C'est l'hôpital qui se moque. Non. C'est de la désinformation totale. Dieudonné d'abord il est métis. De maman blanche et de papa... Sa mère est bretonne comme la mienne. Et son père est camerounais, contrairement au mien, qui est champenois. Mais enfin, je vois pas très bien comment est-ce qu'il pourrait être communautaire, je dirais, intrinsèquement, quoi. C'est quelque chose qui lui est intrinsèquement étranger, le communautarisme. Alors ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ceux qui lui font le procès en communautarisme sont les pires communautaristes de France. Qui lui fait ce procès? Alors lesquels? Le CRIF, c'est le CRIF. Ce sont les ultrationnistes, l'extrême droite sioniste et leurs valets, qui sont assez nombreux, il faut bien le dire. Donc c'est quoi? C'est la politique de la diabolisation? On nous Oui, diabolise. c'est la diabolisation. Il y a une volonté de... Pour cacher une réelle vérité. Oui, d'abord il y a une volonté de montrer du doigt un Ça se certain passe à nombre de droite, gens. ça se passe à gauche. Exactement. Pour pas qu'on regarde ce qui se passe à gauche. Il y a une volonté aussi, je crois, de maintenir un précaré, si tu veux. Pour être clair, il y a eu une instrumentalisation assez obscène, qui a duré pendant des années, des persécutions raciales du Troisième Reich, qui ont permis de culpabiliser massivement le peuple français, de tirer tout un tas d'avantages de cette culpabilisation en termes de pouvoir notamment. Et le fait de voir émerger dans la population des hommes et des femmes qui ont aussi dans leur histoire de grandes souffrances, ça menace un certain monopole, si tu veux. Et ce monopole a décidé de se défendre contre cette menace. Et une des méthodes pour se défendre, c'est d'essayer de faire peur aux Français, en disant, ouh, regardez les affreux communautaristes qui sont là, qui veulent vous faire payer pour la colonisation. C'est quand même marrant que ce soit des mecs qui ont donné dans la culpabilisation, mais à un point invraisemblable, qui aujourd'hui dénoncent la soi-disant culpabilisation pour ce qu'apporteur Dieudonné. Alors que Dieudonné, il n'est pas du tout axé sur la culpabilisation, il est axé sur la reconstruction. C'est quelqu'un qui est très positif, qui est très tourné vers l'avenir. Évidemment, pour regarder l'avenir à l'endroit, il faut s'appuyer sur l'histoire, à l'endroit aussi. Mais c'est pas quelqu'un du tout qui est ni communautariste, ni dans la culpabilisation, et encore moins dans le racket. C'est pas
pas son genre, c'est pas sa culture. Oui, il vient de là-haut, donc c'est quelqu'un de très doué, c'est quelqu'un Voilà. qui avait tout pour continuer à. Je veux dire, Voilà, il pourrait. donc effectivement, il cherche aucun profit, en tout cas matériel, ou donc c'est ça, c'est quelque chose qui est. Non, il cherche des solutions, si tu veux. Il cherche comment on est tous français. Donc il faut qu'on vive ensemble. Il faut qu'on ait un sentiment d'appartenance commun à un peuple. Sinon, c'est nécessaire. Il faut qu'il y ait une cohésion, la conscience d'appartenir à un groupe commun pour travailler ensemble, pour faire preuve de solidarité entre nous, pour oublier justement nos différences ethniques, religieuses, etc. Donc lui, il est pour cette transgression et il souhaite voir émerger un projet républicain qui permette de transcender le communautarisme. Donc sa candidature, elle est intrinsèquement communautariste. Et elle est combattue par des communautaristes qui poussent le culot jusqu'à le faire passer lui pour un communautariste. Mais je crois qu'ils ne sont pas très crédibles, ils sont en passe de perdre la bataille des idées et donc derrière ils perdront la bataille politique. Alors, l'effet Dieudonné. Cochrane s'est déclaré il y a quelques jours candidat au présidentiel. Est-ce que c'est encore l'effet Dieudonné? Je crois que tout ce qui touche à la question noire aujourd'hui, c'est l'effet C'est ça. Dieudonné. Pour ça, je dis l'effet Dieudonné, parce que beaucoup de choses se Donc, passent depuis quelques mois. Le cran, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer Dieudonné? Alors, Cochrane, tu penses quoi, toi? Alors, le cran, Cochrane, c'est la même machine, quoi. Rosenmack, enfin, oui, je crois que finalement, le martyr de Dieudonné sert à la cause noire. Donc c'est bien. Donc il y a le sens du sacrifice. Donc Cochrane, bon, c'est le noir de service. Hein. C'est le noir du système, c'est celui qu'on voit partout à la télévision. On ne sait pas pourquoi il est plus porte-parole des LR. Il a été porte-parole des LR, mais je crois qu'ils n'ont pas voulu le réintégrer parce qu'il y a une histoire de caisse, enfin, ça s'arrangeront entre eux. Il n'est pas leader d'un mouvement politique. Quand tu dis que c'est le noir de service, ouais. C'est parce que tu penses qu'il n'a pas les compétences ou tu penses que c'est parce qu'on l'a placé pour... il est là parce qu'il a un discours qui est conforme à ce que le système attend. Voilà. D'accord. Donc le système est d'accord pour promouvoir des Noirs à condition que ces Noirs servent le système. Donc Cochrane, c'est l'archétype, c'est celui qu'on voit partout. Pourquoi est-ce que quand tu allumes la télé, il y a un débat sur les banlieues, il y a un débat sur la crise sociale, il y a un débat sur la question noire, il y a un débat sur l'immigration, tu vois Cochrane? Il sort d'où celui-là? D'ailleurs, il a fait sa déclaration sur le blog de Bondy, pour ne pas le citer. Ouais. Il y a un blog qui a été lancé par des journalistes venus de Suisse. Là où moi ça me dérange, c'est pas qu'il soit venu en banlieue, c'est mon avis personnel, mais je le donne, ça fait le nom. Certains m'envoient des mails en disant ouais, t'es animateur, tu restes, oui, bah, moi je suis ni Freudienne, ni Ardisson, ni qui que ce soit, je suis moi-même, si j'ai des choses à dire, je les dis. Quand sur moi c'est dit, ils se sont installés à Bondy. Aujourd'hui, on me dit que c'est Rachid, c'est Fatima, c'est Fatoumata. Ouais. Moi, je le pense pas. Non, c'est un site professionnel, c'est un site de journaliste. Voilà. Et c'est tant mieux qu'il y ait certains de banlieue qui s'y investissent, mais qu'on ne prenne pas non plus pour les imbéciles. C'est pas Fatoumata, Anel et Rachid qui ont l'idée, enfin, des idées, elles sont là. Mais voilà, ça a été installé par de vrais professionnels. C'est important de le dire. Et je crois que la question centrale, si tu veux, c'est la question de la légitimité. Tu vois. On ne se décrète pas légitime. On n'est pas décrété par d'autres légitime. Quelle est la légitimité de Stéphane Cochrane? Qu'est-ce qui justifie qu'il soit omniprésent dans les médias? Il représente qui? Qui l'a nommé? Donc, quand tu vois un type qui représente rien et qui est perpétuellement dans les médias, là tu sais tout de suite pourquoi. C'est parce qu'il est au service des médias, du système. Donc, Cochrane... C'est vrai qu'il va falloir rappeler au peuple que les politiques, dont lui, sont au service du peuple et pas le contraire. Marc, la place de l'antisémitisme dans la campagne de Dieudonné. Parce qu'on peut pas, je veux dire, faire abstraction de la place que les médias et certains politiques, pseudo-philosophes ont donné. Je crois que cette bataille est en train d'être perdue par le système. Je crois qu'à force d'avoir usé et abusé de l'antisémitisme pour discréditer les opposants, pour interdire la critique du sionisme, pour interdire la critique du système,
on est arrivé à un point c'est en train de tourner à la farce, cette histoire antisémitisme. C'est l'affaire du RERD, quoi. Aujourd'hui, quand on parle d'antisémitisme, les gens ils pensent à l'affaire du RERD. Il y a une gamine un peu débile qui se fait agresser dans le train. Donc il prend le train, pardon, il prend le train. Qu'est-ce qu'elle raconte donc c'est une gamine apparemment un peu mythomane. Qu'est-ce qu'elle va chercher comme discours? Elle va chercher deux choses. La première, ce sont des Noirs qui l'ont agressée. C'est ce qu'elle dit. Et elles l'ont agressée pourquoi? Ils l'ont agressée pourquoi? Parce qu'elle était juive. Donc si vous cette gamine un peu nunuche, tout ça, elle n'a pas inventé. Si elle a dit que les agresseurs étaient noirs, et si elle a dit qu'il l'avait agressée parce qu'elle était juive, c'est parce qu'elle sent bien qu'en tenant ce discours-là, elle serait reçue 5 sur 5 par le système. Et c'est bien ce qui a été le cas. Donc l'antisémitisme, c'est quoi? Et la France est antisémite? C'est quoi l'antisémitisme d'ailleurs? C'est quoi l'antisémitisme? Enfin, moi je suis sémite aussi, donc moi l'antisémitisme... Même pas, à l'origine ce sont des langues qui sont qualifiées de sémites. Donc, ouais, on va pas rentrer dans le... L'origine du terme, il faut le savoir quand même, on va profiter qu'on est là pour faire un peu de pédagogie. L'origine du terme, c'est un certain Günther Marr, en 1870, un espèce de raciste pré-nazi, plus ou moins, dont les idées ont été récupérées après par les racistes du XXe siècle, etc., qui a essayé de théoriser sur une race juive pour donner un contenu racial, si tu veux, à l'anti-judaïsme. Donc ça c'est intéressant, mais moi c'est une question que je te pose, attends, mais c'est la donc, place c'était déjà de l'antisémitisme dans la campagne de Dieudo. C'était déjà une escroquerie à l'époque. Simplement, à l'époque, c'était une escroquerie qui était dans les mains de racistes européens, cette escroquerie de l'antisémitisme. Et aujourd'hui, cette escroquerie de l'antisémitisme, elle est dans la main des sionistes. Mais c'est toujours une escroquerie. Alors, la place de l'antisémitisme, je crois que on va s'amuser à démontrer que la prétendue montée de l'antisémitisme dont on nous rebat les oreilles depuis 20 ans est une parfaite escroquerie. Et que cette escroquerie, en plus, est le fait d'authentiques racistes. Est-ce que ce sera... Donc ça ne va pas dépendre de nous, la place de l'antisémitisme, si tu veux. Si les mecs ne parlent de Dieu qu'en le traitant d'antisémite, ou si à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans ce pays qui concerne de près ou de loin un juif, le système le jour de l'antisémitisme, ça ne dépend pas de nous. Donc plus l'antisémitisme sera présent, plus on va rigoler, je crois. Alors pour finir, la politique internationale, est-ce que ça fait partie aussi de la campagne de Dieudo? Là encore, ça va pas être... Bon, bien sûr, de toute façon, oui. De toute façon, oui, puisque Dieudonné souhaite que la France sorte de l'Empire américain et de l'allégeance aux États-Unis, et qu'elle s'impose au plan international comme une puissance résistante au même titre que le Venezuela, la Bolivie, Cuba, l'Iran et d'autres. Donc, ça, ce sera une revendication clé, donc sortie de l'OTAN, modification totale des rapports avec l'Afrique, et notamment l'Afrique francophone, retrait de nos troupes de l'Afghanistan et d'ailleurs, etc. Donc rupture avec l'OTAN, rupture avec les États-Unis, rupture avec le nouvel ordre mondial. Donc ça, ce sera une des revendications fortes. Maintenant, la place que ça va avoir va aussi dépendre de la situation internationale. Tu n'ignores pas que les fous furieux de Washington, les fondamentalistes et les néo-nazis, on peut les appeler comme ça, au sens propre, c'est-à-dire néo-nouveaux nazis, sont bien capables d'aller bombarder l'Iran ou de le faire bombarder par le régime génocidaire israélien. Donc, en fonction de la situation, évidemment, on sera plus ou moins polarisé sur cette question. Ce sera une question importante qui peut-être sera très importante. Écoute, merci à toi Marc d'avoir répondu à toutes nos questions. Les infréquentables suivront et rendront compte en tout cas régulièrement de la campagne de Dieudo. Je pense qu'on peut aussi profiter pour l'inviter Dieudonné. Dieudo, c'est le bienvenu pour répondre à nos questions. Jean-Marie Le Pen, vous êtes le bienvenu. Tout homme politique qui voudrait répondre à nos questions, vous êtes le bienvenu. Et moi je vous dis merci à vous et à très bientôt.